Vous écoutez Europe 1, il est 11h30, le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. Bientôt, un poumon artificiel pourra être implanté. C'est déjà le cas pour le cœur. Des chercheurs français viennent de décrocher le financement nécessaire. La ministre de la Santé lance une nouvelle campagne pour lutter contre la cigarette. Aujourd'hui, la e-cigarette donne déjà d'excellents résultats. Et puis, faire la lecture aux enfants dès la naissance, l'Académie de pédiatrie américaine le recommande vivement. Après le cœur artificiel, voilà donc le poumon artificiel. Une équipe française de l'hôpital Marie-Lannelongue dans les Hauts-de-Seine vient de décrocher 5 millions d'euros dans le cadre du programme d'investissement d'avenir accordé par le gouvernement. Aujourd'hui, il n'existe aucune solution pour les malades qui souffrent d'insuffisance respiratoire terminale, mis à part la greffe. Alors ces chercheurs français se lancent dans le développement de ce premier poumon artificiel. Écoutez les précisions de Mélanie Gomez. Pas besoin de chirurgie, pas besoin non plus de retirer le ou les poumons malades. En fait, il s'agit d'un troisième poumon, mais qui ne ressemble pas du tout à un poumon, justement, puisque l'essentiel du dispositif sera contenu dans une ceinture sous la poitrine. Cette machine portative va donc faire le travail des poumons à leur place. Je vous rappelle qu'un poumon, cela sert à envoyer dans le cœur du sang chargé d'oxygène. Résultat, dans la ceinture autour du thorax, il y aura notamment la batterie, mais aussi l'oxygénateur, et tout ça sera donc relié au cœur par une sorte de tube, une petite canule placée dans une artère au niveau du cou. Écoutez le professeur Olaf Mercier qui dirige ce projet au centre chirurgical Marie-Lannelongue. La canule est la seule chose qui va rester à l'intérieur du corps. Elle va pénétrer à la base du cou et va aller jusque dans le cœur, au niveau de la partie droite pour prendre le sang sans oxygène et au niveau de la partie gauche pour redonner le sang avec de l'oxygène. Alors l'objectif de ce poumon artificiel, ce n'est pas de remplacer la greffe de vrais poumons, car la cible, ce sont justement les patients insuffisants respiratoires très sévères qui ne peuvent pas en avoir parce que trop âgés ou trop fragiles, par exemple. Donc potentiellement, rien qu'en France, au moins une dizaine de milliers de patients. Enfin, je peux vous dire que les premières implantations auront lieu dans moins de 5 ans. Le nombre de fumeurs ne diminue pas en France. Du coup, le ministère de la Santé lance une nouvelle campagne. Oui, encore 13 millions de fumeurs en France, c'est beaucoup trop. Le ministère de la Santé lance une nouvelle campagne et aujourd'hui, la meilleure façon d'arrêter de fumer reste la e-cigarette. Écoutez les explications d'Ève Roger. 400 000 personnes, selon les autorités sanitaires, 400 000 personnes ont arrêté de fumer grâce à la cigarette électronique l'an dernier. Ça paraît peu sur les 13 millions, mais c'est beaucoup. On va commencer par écouter Olivier, un ex-fumeur. Et comme les nouveaux convertis, il est enthousiaste. J'ai acheté ma première cigarette électronique et du jour au lendemain, j'ai arrêté la cigarette. J'avais déjà essayé d'arrêter de fumer sans y arriver. J'avais mis des patchs, ce qui me grattait le bras, ce qui ne marchait pas et je fumais en plus. Je suis persuadé d'être sauvé de la cigarette. Je suis sauvé de ce côté-là. En 2014, dans les pharmacies, on a vendu 2 fois moins de patchs et 40% de moins de Champix. Vous savez, c'est l'un des médicaments les plus connus pour arrêter de fumer. Et pourtant, les médecins rechignent à conseiller des cigarettes car le ministère de la Santé ne la considère pas comme un outil de sevrage, pas assez de recul. Mais certains passent outre. Écoutez le tabacologue Bertrand Hutzenberg. Un fumeur qui arrête de fumer, qui prend de la nicotine par n'importe quelle voie autre que fumer, c'est un bénéfice colossal. Les plus jeunes vont plus vers la cigarette électronique, les plus vieux vont plus vers le médecin et les patchs et les produits de prescription. Mais il faut arrêter par plaisir d'arrêter de fumer. Si on souffre en arrêtant de fumer, c'est qu'on n'arrête pas bien. Si on souffre en accouchement, c'est que votre péridurale n'est pas bonne. L'important, c'est de ne pas rechuter. Aujourd'hui, il faut savoir que c'est la 4e tentative qui est la bonne. C'est bon de faire la lecture aux enfants dès les premiers jours de leur vie. Oui, c'est l'Académie de pédiatrie américaine qui recommande ce rituel. Il est bon de raconter une histoire chaque jour aux nouveau-nés. Des recherches ont montré que la lecture à haute voix active les zones du cerveau qui sont impliquées dans le traitement sémantique du langage. Les enfants entendent des mots et plus on commence tôt, plus les enfants possèdent un vocabulaire élargi. Et puis ça, c'est une surprise. Les myrtilles seraient bonnes pour lutter contre la plaque dentaire. C'est le Journal of Agricultural and Food Chemistry qui suggère que l'extrait de myrtille sauvage pourrait prévenir la formation de la plaque dentaire. La plaque dentaire, c'est cette couche de bactéries qui recouvre la surface des dents et qui risque de provoquer une inflammation des gencives. C'est ce qu'on appelle la gingivite. Alors pourquoi ? Parce qu'elle regorge de polyphénol. Ce sont des antioxydants capables de limiter la prolifération bactérienne. Au vu de ces résultats, des chercheurs québécois tentent actuellement de développer un appareil qui permet de délivrer l'extrait de myrtille après un nettoyage en profondeur. Ils appellent ça le bleuet au Québec, je crois, la myrtille. Ah c'est oui ? ça ? Ouais.
D'accord. Bon, d'autres questions ou pas? Il n'y en avait pas là, mais en tout cas, on apprécie votre réponse. Le chiffre du jour, c'est 15. 15%, le risque de mourir aux urgences si vous vous y rendez le week-end. Là, ça se passe en Grande-Bretagne. Cette La étude... tête du docteur Kierzek quand vous avez dit ça. Il paraît que les risques sont les mêmes en France. Les scientifiques ont analysé près de 15 millions d'admissions dans les hôpitaux publics britanniques entre 2013 et 2014. Les patients pris en charge le samedi et le dimanche font face à un grand risque de mourir dans les 30 jours, même quand la gravité de la maladie est prise en compte. Cette étude montre qu'être admis à l'hôpital le samedi augmente le risque de décès de 10% et le dimanche de 15%. C'est affreux, docteur. Je veux dire, ça va pas s'arranger, malheureusement. C'est-à-dire quand on voit là, les mesures qui sont annoncées, les fermetures de services d'urgence, on a très peur. Non, mais vous pensez vraiment que quand on est admis le week-end, on a moins de chances que quand on est admis en semaine? Quand on est admis le week-end, c'est clair qu'on a un problème aux urgences de gestion du flux et de gestion des lits d'aval et des services de spécialité. Donc forcément, si vous avez des lits qui sont fermés, il y a moins de disponibilité, ça augmente l'attente et on sait que l'attente, c'est de la mortalité en plus. Et voilà, ça nous a bien plombé le moral, tout ça. Merci. Vous revenez quand vous voulez.